News Jardin TV vous présente Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, plantes, botanique, jardin et jardinage, animée par Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser. Mes chers amis, ravis de vous retrouver pour ce 79e numéro de notre émission Bienvenue au Jardin. Vous êtes sur News Jardin TV. Nous sommes le samedi 10 décembre et je vous dis bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver. Quand je dis nous, c'est parce qu'à côté de moi, il y a le jardinier paysagiste que vous appréciez de plus en plus, Pierre-Alexandre Risser. Salut Pierre. Bonjour Patrick. Et bonjour à tous. Nous allons faire 1 heure ensemble, jardin, botanique, plantes, jardinage, tout ce que vous aimez, et on sera le plus naturel possible. Alors, 344e jour de l'année, ça commence à se rapetisser pour la fin de l'année. Il nous reste juste 21 jours. Donc 3 semaines pour arriver à la fin de l'année. Nous sommes le 18e jour du signe du Sagittaire, le 20e du mois de Frimaire dans le calendrier républicain français, qui aujourd'hui associait à la journée le Oyo. Tu sais ce que c'est, le Oyo ? C'est un outil de jardin. Alors de jardin plutôt d'agriculture ancienne, c'est-à-dire c'est comme une houe, mais au lieu d'avoir un fer plein, c'est une sorte de fourche-bêche à 90 degrés. Je ne crois pas qu'on utilise beaucoup de nos jours parce que ça doit être dur à travailler. Alors, comme on n'a pas envie trop de se fatiguer, on va même se faire un petit voyage avec une plante, puisque la plante du jour aujourd'hui, ça sera le dattier. Dattier magnifique. C'est le fruit du calendrier. Pourquoi ? Ah oui, t'es déjà dans les calendriers de l'Avent. On n'est pas encore à l'Avent. Alors, le dattier. Extraordinaire. Plante magnifique. Magnifique par son port déjà, et puis par son fruit, et ça rappelle à l'Antiquité, enfin c'est une plante qui a traversé les âges, et puis une plante très importante d'un point de vue alimentaire. Plante symbole extrêmement importante chez les musulmans, et le Coran dit d'ailleurs « honorez le dattier, il est votre tante maternelle, elle a été formée avec le reste du limon qui a servi à composer le corps d'Adam. » Alors, je ne sais pas si c'est tout à fait ça, excusez-moi de blasphémer, mais en tous les cas, on va rester dans la botanique avec Phoenix dactylifera, qui est un palmier, donc on est dans la famille des Aracacées. Aracées, c'est les arômes. Le phénix est le nom que l'on donnait déjà dans l'Antiquité à cette plante, et qui montrait que c'était une plante majestueuse. Et c'est vrai que c'est un grand palmier, un palmier qui peut faire une 20aine de mètres de hauteur sans aucun problème. On dit aussi que phénix aurait pu dériver du mot phénicien, parce que ce seraient eux, qui étaient des grands voyageurs, qui auraient diffusé la plante autour de la Méditerranée. Phoenix dactylifera, ça veut dire quoi, dactyle ? Dactyle, c'est une graminée. Ça veut dire doigt. En fait, ça veut dire je porte des dattes, je porte aussi la forme des doigts. Et on dit d'ailleurs que la date serait le symbole d'un doigt de couleur noire. Originaire d'Afrique du Nord, très très cultivé donc dans toute cette zone, même jusqu'au golfe Persique, et c'est la plante caractéristique des oasis. Des oasis, oui. Parce que c'est une plante qui aime les très très fortes chaleurs, mais pas la sécheresse. Le palmier dattier a besoin d'eau pour pouvoir se développer. C'est certainement une des toutes premières plantes à avoir été cultivée. On pense que 3 à 4 000 ans avant Jésus-Christ, on le cultivait déjà, on le plantait. Alors bien sûr, on ne le sélectionnait pas, etc. Et cet arbre, donc palmier, je ne devrais pas dire arbre, parce que je vous rappelle que ça forme pas un tronc, ça forme un stipe très particulier, très droit, très élancé. Le Phoenix dactylifera, on en parlera tout à l'heure de son copain, le Phoenix canariensis, qu'on cultive plus chez nous. Il se distingue comment ? Je ne sais pas. Phoenix dactylifera fait des rejets au pied, pas mal. Phoenix canariensis, lui, il reste tout seul. En tous les cas, ils se ressemblent énormément. Très belle couronne de palmes, pennées, on dit. Donc vous avez le rachis et puis les folioles qui sont de chaque côté. Ça peut faire de 4 à 6 mètres de long, une palme de Phoenix dactylifera. Et qui se recourbe de façon assez gracieuse. La plupart des palmiers, pas tous, mais la plupart, on est sur des plantes dioïques.
Donc on a des palmiers dattiers mâles et des palmiers dattiers femelles. Les fleurs sont pas extraordinaires en elles-mêmes, sauf qu'elles sont réunies en une grappe qui fait 1 mètre, 1,20 m de long. Donc quand c'est en fleurs, ça se voit quand même. C'est blanc. Et derrière ça, bien sûr, après fécondation, qui est une fécondation entomophile, donc par les insectes, on va avoir bien des dattes. Sur le plan botanique, une datte, c'est quoi? C'est pas un fruit? Si, il y a un fruit, mais dans les fruits, il y a des noms. C'est une drupe. Une drupe? Une drupe, c'est un fruit charnu contenant un noyau. Exactement. Et donc, les dattes, 3 à 5 cm de long, c'est vraiment un fruit d'une qualité nutritionnelle extraordinaire. Remarquable. Il y a beaucoup de sucre, bien sûr, mais il y a aussi énormément de vitamines. Un palmier dattier, ça produit combien de kilos de fruits? Je regarde pas la feuille, là. 200 kilos? Eh ben, t'es pas mal. T'es pas mal du tout. On peut arriver jusqu'à 270 kilos. Une grappe peut peser jusqu'à 12 kilos. Donc, c'est extrêmement productif. Et il est vrai que dans ces zones désertiques, c'est la manne absolue. Ouais, surtout que c'est un fruit qui se conserve. Alors ça se conserve bien, ça se sèche très très bien. Attention, c'est quand même un peu paresseux, parce qu'il faut attendre au moins 8 ans pour avoir un palmier dattier qui commence à fructifier. Il va nous produire pendant pratiquement un siècle. Le défaut de Phoenix dactylifera, c'est sa frilosité. On peut guère le cultiver en France. Littoral méditerranéen peut-être? En Méditerranée, on va cultiver Phoenix canariensis, donc le phénix des Canaries, le dattier des Canaries, qui, lui, ne donne pas des fruits de cette qualité extraordinaire, mais qui est aussi joli, largement. Toi qui es un expert de la région parisienne, est-ce que tu en as mis dans la région parisienne? Non, je me refuse à en planter, j'en ai chez certains clients, et c'est vrai que depuis 4-5 ans, ils n'ont pas gelé les pousses. Ouais, mais enfin, 4-5 ans pour un arbre qui vit 100 ans... Dès qu'il y aura un moins 10 et au-delà, ils vont disparaître. Hein. Donc c'est une plante qu'il faut mettre sur les zones littorales, qui malheureusement aujourd'hui... Oui, on n'en met plus. On en met encore, mais est quand même largement menacée du fait de 2 ravageurs qui sont arrivés d'ailleurs, qui sont le papillon Pesandisia-archon et le charançon Rhynchophorus ferrugineus, qui font de véritables ravages, mais que l'on arrive à prévenir aujourd'hui grâce à des nématodes. Oui, mais enfin, les traitements coûtent un certain prix. J'ai même vu des trachycarpus et des camérops qui étaient atteints. Non, mais c'est déjà le cas. Voilà. En fait, c'était des ravageurs qui étaient surtout sur les Sciagrus, Sciagrus qui est vraiment pas très rustique. Ils ont adoré trouver des phénix. On va terminer avec quelques clins d'œil de langage. En langage argotique, une date, c'est pas grand-chose. Une date. C'est comme les nèfles. Voilà, comme une nèfle. Et puis ne pas en faire une date, ça en fait rien. Ouais, je connaissais pas ces 2 expressions. Et puis de dire que c'est comme des dates. Ça se conserve? Non, ça se fera jamais. Nous sommes donc le 10 décembre et en 1803 naissait quelqu'un que tu connais, ou du moins dont la réputation est arrivée jusqu'à toi. Ah bah oui, Jean-Baptiste Guillot. Alors c'est Jean-Baptiste Guillot, père. Oui. C'est le fondateur de la dynastie de ces Guyot. Des rosieristes lyonnais, les Guyot, qui ont fait énormément de roses. On est chez toi. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils s'appelaient Guillot et qui se sont installés dans le quartier de la Guillotière. On ne pouvait pas faire mieux. Et ils ont effectivement eu une célébrité grâce à Jean-Baptiste Guillot, qui a initié dans la famille la passion et surtout la technique de création de roses. Le premier rosier qu'a créé Guillot père, parce qu'on l'appelle Guillot père, puisqu'après il y a eu un autre Jean-Baptiste Guillot, on l'appelait Guillot fils, donc Guillot père, il a créé un rosier Bourbon, Lamartine, en 1842. Alors je ne sais pas si vraiment Lamartine on le trouve encore, et il a créé 81 variétés. Parmi elles, il y en a qui sont restées. Il y en a 2 que j'aime beaucoup. Une qui s'appelle Comtesse d'Oxford, qui a un hybride remontant, qui a été dédié à une comtesse anglaise qui avait l'habitude de venir à Cannes et qui devait être une cliente de monsieur Guillot père. Un gros arbuste, rose vif, lumineux et surtout parfum de première qualité. Et puis un autre qu'on trouve aussi dans le catalogue des roseraie Guyot, puis ailleurs aussi, Baron, alors JB, je pense que c'est peut-être Jean-Baptiste, ça s'écrit comme ça, Baron JB Gonella. Là, on est sur un rosier Bourbon, avec des fleurs roses
rose argenté et avec des revers un petit peu plus soutenus. Alors c'est un grand rosier, pas très épineux, et encore une fois, on a des belles coupes avec un parfum qui est assez extraordinaire. Un petit dicton pour terminer cette petite partie de notre émission. 10 décembre, on fête Sainte-Eulalie. Tiens, de Eulalie, qui est d'ailleurs le nom d'une plante. Oui, le miscanthus. Oui. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Ben voilà, mais en fait, une plante très à la mode. Ouais, en plus. Voilà. Soleil qui rit à la Sainte-Eulalie promet du cidre à la folie. Et autrement, douceur de Sainte-Eulalie est une anomalie. Oui, ça pourrait être logique. Mais d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a pas mal de dictons qui sont autour des pommes au niveau de la Sainte-Eulalie. On dit que s'il fait beau, on aura plein de pommes. Alors peut-être. Planter, penser à la Sainte-Eulalie fleurira jusqu'à la Sainte-Coralie, jusqu'au 18 mai. Et gelée de Sainte-Eulalie, jardinier, ne sort pas de ton lit. Mon cher Pierre, Philippe nous demande... Oui, est-ce que le kiwi doit être taillé et si oui, comment? Alors, est-ce que tu t'amuses à tailler les kiwis? Non, parce qu'on n'en plante pas. Voilà. Je dois en planter dans mon verger, ça fait déjà des années, mais il faut d'abord que je fasse les pergolas et ensuite je planterai mes kiwis parce que c'est un fruit que j'adore. Et je pense que les premières années, ils ne se taillent pas vraiment, ils se pâlissent. Il faut compter environ 5 ans après la plantation avant d'avoir la première fructification. Alors, peut-être parfois 3 ans, ça dépend de la taille de la plante que vous avez achetée. Mais comme vient de le dire Pierre, l'important au début, c'est de former la structure de la plante. Donc on va conserver les tiges les plus solides, les mieux placées, et puis on va les palisser sur leur support. Si vous regardez ce que sont les kiwis en culture professionnelle, c'est extraordinaire. Parce que vous avez juste une tige et après, toutes les branches sont palissées à l'horizontale sur une structure. Si vous avez une pergola, faites ça. Parce que là, vous allez avoir une énorme production à condition de faire la taille dont je vais vous parler maintenant. Et qui s'exécute en cette saison. Ça tombe bien. Ça pousse tellement vite qu'en saison... quick, on va quand même réduire cette végétation très opulente de manière à concentrer la sève sur les productions fruitières qui viendront ensuite. Elle est simple, cette taille. Vous allez vous contenter de rabattre à 2 yeux, ça fait pas grand-chose, ça fait en général 5-6 cm. Vous voyez bien les bourgeons, les yeux, en langage jardinier, c'est les bourgeons. Vous en gardez 2 le long de la tige, de chaque côté, 2. Vous palissez ça à l'horizontale et vous êtes tranquille. C'est ce qu'on fait aussi, d'ailleurs, avec la glycine. Après, vous pouvez aussi vous amuser à tailler de façon plus scientifique parce que quand le kiwi commence à être vieux, il y a des rameaux qui ont été productifs. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? S'ils ont produit 2 ans, 3 ans maximum, là, on peut les éliminer complètement de façon à avoir un rajeunissement permanent de la plante. Il y a aussi, pendant la période de végétation, on vous dit de pincer au-dessus de la 4e feuille, etc. Ne vous cassez pas la tête. Quand ça pousse trop long, vous rabattez des 2/3 de la longueur environ, et puis ça redémarre. En revanche, les branches charpentières, donc les principales, donc vous avez votre tronc, puis après vous avez les principales, elles vivent une 15aine d'années. Donc il faut quand même penser dans la structure, surtout si vous faites vraiment de la production fruitière, à reconstituer régulièrement ces charpentières. Vous n'avez pas encore la main verte? Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts. Mes chers amis passionnés de plantes de jardin, je vous ai choisi pour ce parole d'expert un sujet relativement complexe et peut-être un peu ésotérique qui s'appelle le feng shui. Alors pourquoi le feng shui? Parce qu'on en a énormément parlé autour du jardin et je pense surtout que les principes de, on va dire, cette philosophie séculaire asiatique sont très en accord avec l'essence ou l'esprit du jardin d'aujourd'hui. 4000 ans, le feng shui. Un vieux truc, on dirait. 4000 ans est très moderne. Ça exprime, à la manière asiatique, on va voir, parfois c'est un peu empoulé, mais les rapports de l'homme avec son environnement. On essaye de créer une harmonie entre la nature, les choses de la nature, les éléments naturels et
l'humain et a fortiori son jardin. Alors après, il y a des choses un peu plus... ésotériques. Bah oui, parce qu'on vous dit que le feng shui permet d'équilibrer les flux d'énergie en se basant sur le qi, qui est l'énergie fondamentale, et qui est fonction de la densité des matières que l'on va trouver. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer, mais même, ça va vous servir quand même. Alors, est-ce que tu en as eu l'occasion de tester tout ça, toi? Non. Pour nous, un jardin aujourd'hui, notamment un jardin en ville, c'est un endroit dans lequel on doit se sentir bien. En adéquation avec son style de vie, son mode de vie, la façon dont on vit dans son jardin. Eh ben, t'es feng shui. Voilà. Mais je ne suis pas du tout un spécialiste du feng shui, donc le jour où j'aurai le temps, je m'intéresserai un petit peu à cette science, si on peut appeler ça une science. Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre beaucoup de bon sens, c'est surtout ça. Alors, je vais vous dire, pour ceux qui voudraient s'essayer à ça, la manière dont on réalise un jardin feng shui. Il faut dessiner le plan de votre jardin et mettre surtout la maison, parce que la maison, c'est elle qui organise tout. Et ensuite, vous notez pas les 4, mais les 8 points cardinaux, c'est-à-dire le nord avec le nord-est, nord-ouest, le sud, sud-ouest, sud-est, et l'est et l'ouest. Et vous allez tracer 9 secteurs, comme cela, qui vont donc faire un carré central, si on veut, enfin un secteur central, et puis 8 tout autour. Dans ces 8 éléments, on va intégrer les points importants de la nature. La montagne, le ciel, le vent, le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Dans le jardin, c'est facile. Le bois, on va avoir des rameaux ligneux, des arbustes, des arbres, des tons verts. Le feu, on va essayer de mettre des choses qui vont être rouges, qui vont être oranges, qui vont aussi être de l'éclairage. On en avait parlé la semaine dernière de l'éclairage. La terre, on est dans les tons de terre et de toute façon, il y a de la terre partout dans le jardin, que l'on peut symboliser aussi par des petits cailloux dans les jardins d'inspiration orientale. La montagne, c'est évident, on va mettre des rochers. Le métal, ça va être une table, un banc, des éléments en métal, des formes arrondies aussi, puis des couleurs grises, pourquoi pas. De l'eau, un bassin, une piscine, une vasque, et puis tout ce qui est forme un petit peu ondulée, et les couleurs bleues. Le ciel, lui, il doit être présent naturellement, donc vous n'allez pas recouvrir votre jardin d'une végétation trop dense, vous allez respirer, on va dire, dans votre jardin. Et puis le vent, alors le vent, il est aussi présent naturellement, vous pouvez avoir des plantes dont le bruissement des feuilles, lorsqu'elles bougent naturellement, vous donne cette impression. Et puis surtout, dans les jardins asiatiques, on accroche des mobiles qui font du bruit lorsqu'il y a du vent, pour rappeler sa présence. Et comme tu disais tout à l'heure par rapport à un jardin de création européenne que tu fais au quotidien, là, ici, c'est la même chose. L'idée, c'est d'agencer un environnement propice à l'harmonie puis au bien-être. On va vous parler des harmonies, de toutes ces choses-là qui sont un peu trop ésotériques, mais par exemple, je vais vous en donner que 2. On dit que le secteur 1, c'est le secteur du succès qu'on met au nord, donc c'est ce qui va matérialiser votre projet de carrière. Et là, on est dans l'élément de l'eau, bleu plutôt foncé, et il faut absolument que vous ayez des fleurs bleues, un plan d'eau, des meubles en fer forgé, un carillon. Il ne faut pas, en revanche, qu'il y ait du bois et que la terre ne soit pas apparente. Ça, c'est pour votre succès. Et puis, au sud-ouest, c'est l'amour, le relationnel, et là, on est dans le rouge et le rose, et au contraire, on est dans la terre. Et pour éviter que ceux que vous aimez puissent s'en aller, il faut faire en sorte que ça soit accueillant, donc on va mettre un banc, on va mettre une chaise, et on va représenter l'amour avec des fleurs rouges. C'est drôle d'ailleurs de voir que même dans les pays asiatiques, le rouge est aussi le symbole de l'amour, et on mettra, pour avoir aussi cette idée de terre, qui peut être de la terre cuite, 2 belles jarres par exemple. Après, le secteur 3, c'est la famille, la santé, on est plutôt dans le bois, dans le couleur bleu-vert. Le 4, c'est la richesse, la prospérité, on va être dans le bleu violacé avec le bois. Le 5, c'est l'harmonie, la bien-être. Alors là,
on est dans le brun, le jaune avec la terre. Le 6, c'est les voyages, on est plutôt dans le gris, dans le métal. Le 7, c'est les enfants, etc., etc. Donc voilà un petit peu le principe de toute cette idée de Feng Shui. En tous les cas, c'est ce qu'il y a dans un jardin, en fait. On disait l'eau, la terre, le feu, le ciel, le bois. Tu mets tout ça, toi, dans un jardin? Oui, on met tout ça. Alors, on divise pas le jardin en 8 secteurs. On divise le jardin avec les endroits. Le citadin, ce qu'il aime bien, c'est d'avoir une terrasse au sud pour profiter du soleil, d'avoir un endroit ombragé quand il y a de la canicule. Mais par exemple, il y a quand même une chose qu'on voit là-dedans, c'est que la maison est le centre. Est-ce que dans ta conception de jardin, c'est la même chose? On va partir de la maison et de la terrasse, des lieux où on se tient. Créer des perspectives, bien sûr, mais intégrer la maison au jardin, l'impression que la maison et le jardin ne fassent qu'un. Et il y a une chose donc qui est aussi très moderne aujourd'hui, c'est une notion de biodiversité, même si on ne le dit pas ce mot, puisqu'un jardin Feng Shui est caractérisé par une grande quantité d'espèces, de fleurs, d'arbres, d'arbustes. Ça aussi, c'est moderne, qui doivent être en bonne santé, qui doivent être bien épanouis. Ça, c'est plus asiatique, soigneusement taillé. Ça, c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en Europe, on a tendance à vouloir laisser la nature un peu aller à volo. Planter la bonne plante au bon endroit et surtout que la plante à taille adulte puisse se développer à l'endroit où on l'a mise, ou alors on sait qu'on va tailler cette plante parce qu'on veut lui donner un certain effet. On peut faire une taupière, des jeux de boules, tailler quelque chose en forme de nuage, mais c'est vrai que ça ne sert à rien de planter un arbuste qui va rester à 2 mètres de haut, de planter un arbuste qui, en principe, va pousser à 8-10 mètres. Et on va devoir tailler 2-3 fois par an. Il y a une chose aussi qui va tout à fait en adéquation avec les jardins d'aujourd'hui, c'est qu'il est important dans un jardin Feng Shui de réserver un espace où la nature pourra s'épanouir, et on dit selon ses propres extravagances. Quoi de neuf au jardin? Patrick Mulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter. Mon cher Pierre, tu nous as apporté une branche d'une petite chose. Une branche. Que l'on peut reconnaître facilement si on regarde de près. Parce que d'habitude, quand même, les fruits sont plus gros, mais on les a un peu oubliés, ces fruits. Complètement, on les a un peu oubliés. Pour nous dire ce que c'est. C'est une nèfle, un néflier, donc en latin Mispellus germanica. C'est néflier d'Allemagne. Ouais, petit arbre, 5-6 mètres de haut, 4-5 mètres de large quand même, avec une très jolie floraison blanche au printemps, vraiment magnifique, et ensuite qui donne ce type de fruits, alors qui ne sont pas très à la mode, parce que ce sont des fruits qui se mangent dès les premières gelées, et en fait, ça fait... S'il n'y a pas de gelée, on ne peut pas les manger. C'est une petite pulpe marronasse qui donne pas très envie. Et qui n'est pas très bonne. Ah si, moi j'adore ce goût, là. Mais toi, t'es rustique. C'était un fruit qui poussait dans les haies, c'est le fruit du pauvre, en fait. D'ailleurs, on dit, c'est des nèfles, quand on dit... Ça vaut rien. Ça vaut rien, ouais. Mais en même temps, c'est aussi intéressant, c'est une plante increvable. On peut la mettre n'importe où. Oui. Donc, et c'est vraiment un arbre adapté pour des petits jardins, des petits espaces. T'arrives à les cultiver en pot, toi? Je n'ai pas trop fait l'essai en pot, mais plutôt au jardin. Et en même temps, si on ne mange pas, nous, les fruits, les oiseaux vont s'en régaler. Ah ben voilà, c'est déjà une bonne chose, après tout. On peut aussi faire un petit peu son jardin pour se faire plaisir. Alors, se faire plaisir, regardez sur notre table, on a une petite jardinière qui vient d'arriver avec, donc au milieu, on a une chaire, mais surtout autour, on a 2 magnifiques petits cyclamènes qui s'appellent Indiaka. Alors, on avait déjà évoqué les établissements Morel lorsqu'on avait fait notre sujet sur les cyclamènes. D'ailleurs, on ne peut pas passer outre, puisque ce sont vraiment des créateurs de variétés. Ce qui est intéressant, alors à la fois sur la compacité et la floribondité, parce que quand vous regardez cette petite plante, là, actuellement, il y a une dizaine de fleurs, mais il y a autant de boutons qui attendent. Ce qui est intéressant, c'est la couleur. On a ce dégradé de rouge vers le rose pour arriver au blanc, qui est d'une subtilité totale, et ça fait partie de ces cultivars créés, hybridés, améliorés, sélectionnés par cet établissement français qui a une réputation mondiale, et pratiquement, je dirais que tous les cyclamènes que vous trouvez actuellement sur le marché, surtout les petits, proviennent de chez eux. Et moi, je trouve ça mignon. Vous avez un balcon, vous mettez ça. Si c'est un peu abrité, vous en avez pour presque tout l'hiver. Oui, et puis c'est une des rares longues floraisons d'hiver qu'on peut avoir sous nos climats. -3, -4 degrés maximum. Mais c'est pour ça que je disais
une fenêtre un peu abritée et vous êtes tranquille. Alors, le seul défaut, c'est la force de la végétation qui fait que pour arroser, c'est pas extrêmement commode dans la mesure où ça aime pas beaucoup avoir le feuillage mouillé ou du moins le feuillage avec de l'eau stagnante. Donc, il faudra relever avec la main les feuilles et puis arroser par-dessous. Quand vous les plantez, vous laissez dépasser un peu la mode de 2-3 cm et vous mettez un lit de cailloux, de gravier, de pouzzolane aux pieds de façon à ce que le collet de la plante ne soit pas l'humidité. Parce que sinon, on a de la pourriture grise à tous les coups. Alors, au niveau de l'actualité, je voulais vous dire que le 14 décembre aura lieu la remise des prix nationaux du label Ville et Village Fleuris et qu'il y avait 2 grands prix que je voulais mettre un peu en exergue, c'est celui de la diversité végétale, qui est d'ailleurs réalisé en partenariat avec l'interprofession Valor. Il y a 2 villages qui seront primés ce jour-là. Chédigny, en Indre-et-Loire. Franchement, c'est une merveille, Chédigny. D'ailleurs, je crois que c'est le seul village qui est classé comme jardin remarquable. C'est tellement fleuri parce que toutes les maisons du village sont couvertes de rosiers. Et quand vous y allez fin mai, juin, vous êtes dans un autre monde. Et il y a chaque année une fête des plantes qui est très sympa à Chédigny. Et Quetigny, je connais pas ce village en Côte d'Or, c'est pas très loin de chez toi, la Côte d'Or. Tu connais Quetigny ? Non, je connais pas. J'ai regardé un petit peu, j'ai pas vu grand-chose, mais en tous les cas, si le jury des villages fleuris leur a attribué ce prix, c'est qu'il doit y avoir effectivement des plantations très intéressantes. Pour faire un clin d'œil à mon ami Pierre-Alexandre, le prix de la valorisation paysagère. Alors ça va à Hyères-les-Palmiers dans le Var, c'est vrai que c'est une ville-jardin un petit peu. C'est une ville-jardin, tout est beau, le bord des routes, le bord des autoroutes, enfin tout est planté, c'est magnifique. Bon, ils ont un climat exceptionnel, mais en tout cas, ils font les efforts. Ils font les efforts et c'est vraiment remarquablement fait. Et Soulsmat, dans le Haut-Rhin, que je ne connais pas, j'ai vu... Moi non plus. Alors, c'est un village qui est vraiment joliment intégré dans son paysage, et je pense que ça aussi, c'est important. En tant que paysagiste, il y a le mot paysage, c'est pas forcément toujours avoir un débordement végétal, mais être capable de s'intégrer dans l'environnement. Donc, félicitations à tous ces lauréats. Mon cher Pierre, Évariste nous demande quoi ? Pourquoi dit-on qu'il est préférable de planter à l'automne et pourtant on trouve des plantes en vente toute l'année dans les jardineries? Merci de m'éclairer. Il y a toujours le vieil adage, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc la Sainte-Catherine le 25 novembre, c'est pas aussi ancien. Et attention, quand on parle de plantation d'automne, on parle de plantation qui commence à l'automne, on va dire vers le 15-20 octobre, et qui vont se dérouler jusqu'au démarrage de la nouvelle végétation vers la fin février, début mars. L'idéal, pourquoi ? Parce que on est en repos végétatif. Tout à fait, les plantes sont en dormance. Voilà, le stress y est pas. Alors en revanche, c'est vrai que ce que nous dit notre auditeur, on voit des plantes toute l'année dans les jardineries. Bah oui, parce que maintenant, on voit pratiquement plus rien à racines nues. Bah oui, les plantes sont en container. Alors, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est qu'autrefois, on plantait beaucoup plus d'arbres caducs, donc d'arbres qui perdent leurs feuilles, et ces arbres-là sont complètement en dormance. Ils étaient arrachés de pleine terre, les racines nues sont en mode. Il faut les planter pendant cette saison, le temps que les racines se fassent et qu'au printemps, ils puissent redémarrer. Une plante à feuillage persistant va préférer être plantée dans une terre chaude, une plante à feuillage caduc va préférer être plantée dans une terre froide. Le fait de trouver des plantes en pot, en container, avec toutes leurs racines, où on ne va pas les arracher, on va juste les transplanter, permet de planter toute l'année, mais il est clair que n'importe quel végétaux planté à la saison automnale, les racines ont le temps de s'installer dans la terre et au printemps, vous aurez une meilleure reprise. C'est exactement ça. En plus, bon, en cette saison, on a quand même une humidité plus importante. Il n'y a pas de stress au niveau, par exemple, de la chaleur. Et puis surtout, le fait que la plante soit dormante, elle n'a pas à exécuter 2 tâches à la fois lorsqu'on l'a mise en terre. Parce que vous mettez une plante en terre, il faut que ces racines fassent de nouvelles racines pour qu'elles s'installent dans le sol où on vient de la mettre, premier boulot. Et si c'est le printemps ou l'été, il faut qu'elle continue sa croissance, voire qu'elle fleurisse, c'est encore pire.
Et là, ça lui demande une énergie considérable. Il y a un point qu'il faut surligner aussi, c'est qu'aujourd'hui, nos jardins souvent sont sous arrosage automatique, et que si vous plantez une plante en plein printemps ou début de l'été, il va falloir l'arroser tous les jours. Voilà. C'est aussi ça qui est intéressant. Là, vous laissez faire la nature. Autre chose également, quand on plante des vivaces, par exemple, ce qu'elles n'aiment pas, c'est la concurrence avec la végétation sauvage, qu'on appelle les mauvaises herbes vulgairement. Là, en ce moment, tranquille. Il n'y a pas de végétation en développement. Donc, vous installez vos petites plantes vivaces après avoir travaillé votre sol, préparé, nettoyé, et là, elles vont pouvoir bien s'implanter et se mettre à se développer. Évidemment que cette période automnale, hivernale, qui est potentiellement soumise au froid, peut être un petit peu dangereuse, entre guillemets, lorsqu'il fait trop froid. Mais non seulement c'est pas très agréable de planter par temps de gel, mais surtout vous attendrez que le jour soit un peu meilleur. Alors qu'est-ce que l'on fait quand on reçoit des végétaux? Par exemple, si on a commandé, alors soit sur Internet, dans une pépinière, ça arrive par mauvais temps. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on les met en jauge, on les met à l'abri. Alors tout dépend si c'est des racines nues ou si c'est des mottes ou si c'est des plantes qui sont en godet. On les protège du froid de toute façon. Si c'est des racines nues et qu'on peut pas les planter tout de suite, surtout on va les mettre en jauge dans de la terre ou dans du terreau. Voilà. Et en aucun cas on les rentre à la maison ou dans un endroit chauffé. On va toujours les laisser à la température normale ambiante, puisque théoriquement, c'est des végétaux rustiques qui peuvent tenir le coup. Alors pour les fruitiers, c'est aussi assez intéressant de planter en ce moment, parce que là, on en trouve encore pas mal à racines nues. Oui, ça se trouve. Et ces plantes, si vous avez planté en ce moment un arbre fruitier qui a entre 3 et 5 ans, eh bien, dès le printemps prochain, il va fleurir et il vous fera peut-être ses premiers fruits. Moi, mon conseil, ça serait de ne pas les laisser aller jusqu'au bout. Mais au moins, vous aurez quasiment gagné 1 an. Parce que si vous le plantez en plein été, par exemple, il lui faudra quasiment une saison entière pour se remettre de ses émotions et commencer à pouvoir produire. Donc, la plantation en ce moment, c'est quelque chose de très important. Autre conseil que tu aurais? La plantation en automne, et surtout quand l'automne est doux, c'est vraiment la meilleure période. Même s'il pleut le lendemain, vraiment bien arroser sa plante dès qu'on l'a plantée, ça c'est vraiment important, on l'a déjà parlé, ce qu'on appelle le plombage. Et ensuite, pailler, pailler, pailler. Pailler, pailler et repailler. Vous êtes curieux de planter de nature? Toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, en cette saison, il est évident que beaucoup de plantes ou d'arbres ont perdu leur intérêt décoratif puisqu'elles ont perdu leurs feuilles. Fort heureusement, il y a des espèces qui sont persistantes, et notamment chez les conifères. Les conifères, on se dit, oh, il y en aura le bol, tous les conifères, ça se ressemble. Ben non. On va parler pour ce dossier de conifères tout à fait originaux, qui ont été à la mode, que l'on voit moins souvent, et je veux parler des araucarias. C'est une plante incroyable. Au 19e, quand cette plante soit arrivée, on n'avait pas du tout l'habitude de voir ces plantes, elles avaient un côté complètement exotique. C'est exotique parce qu'il n'y a pas d'araucaria originaire d'Europe, soit de l'Australie, soit de la Nouvelle-Calédonie, soit aussi du Chili. Et celui qu'on cultive le plus souvent, Araucaria araucana, c'est un conifère du Chili. Araucaria a donné son nom à la famille des Araucariacées. Je te fais une colle, qu'est-ce que l'on trouve dans les Araucariacées? Pas grand-chose, il y en a 2. Le Cryptomeria, non? Non. On trouve Agathis qui est un conifère australien ou asiatique, et puis Volemia. Ah oui. Volemia nobilis, donc qui est une plante récente, puisqu'on l'a découverte qu'en 1994, et aujourd'hui, c'est devenu une sorte d'emblème de la plante fossile, comme on peut dire. Pourquoi Araucaria? Arauco? Oui, Arauco. C'était quoi Arauco? C'était des Indiens, une tribu indienne du Chili. Voilà, Pierre, il connaît les Araucos sans les connaître. C'est assez extraordinaire. Ce genre Araucaria qui a été créé en 1789, une année un peu particulière, par Antoine Laurent de Jussieu, nom extrêmement célèbre. On cherchait à l'époque des arbres, des essences nouvelles pour les chantiers navals. Et l'arbre a été introduit en 1795, simplement par, d'ailleurs, quelqu'un qui a laissé son nom, Archibald Menzies,
dans la botanique, il y a beaucoup de plantes qui s'appellent Menziesi, et lui, il a planté les premiers. Il en avait planté aussi dans un jardin d'un autre botaniste célèbre qui s'appelait Joseph Banks, et qui a essayé de les cultiver. À l'époque, on ne savait pas très bien le faire, et il y en a un qui a survécu uniquement à Kew Gardens, en Angleterre. L'arbre est resté quand même plus de 100 ans, puisqu'il est mort en 1893. Notre araucaria, qui vient des Andes chiliennes, ça a été une plante, on va dire, vedette jusque dans les années 60. Ouais. Puis aujourd'hui, on l'a un peu oublié. On l'appelait d'ailleurs à l'époque « désespoir des singes ». Ouais. Il y a une raison. Bah oui, parce que le singe ne pouvait pas grimper sur cet arbre, parce que les feuilles sont très piquantes. Voilà, on a des branches qui sont totalement recouvertes de feuilles en forme de grosses écailles, mais presque imbriquées les unes sur les autres, toutes terminées par une pointe. Il n'y a absolument aucun endroit pour y mettre un bout de patte, même quand on est un singe. Même quand on est un homme. Hein. Alors ça, justement, je voulais en venir là-dessus, parce que toi, qui es au contact des plantes en permanence, quand vous avez à intervenir sur une plante comme ça ne doit pas être facile. Ah bah, l'échelle, la nacelle. Comment on fait? Comment on peut tailler? Ah oui, j'ai un jardin à côté de Saint-Prix, à Montlignon, où il y a un araucaria qui doit avoir une centaine d'années. Hein. Donc c'est incroyable de voir un arbre. Ah oui, c'est très volumineux. C'est très volumineux. Une ou deux branches sèches, et Lagueur, il avait une perche d'élagage. Voilà, mais c'est vrai qu'on ne peut pas toucher cette plante. Quoi. Voilà. Heureusement, ça se développe généralement de façon assez harmonieuse. C'est beaucoup moins joli, je dirais, quand c'est jeune, parce que ça fait des étages de branches comme ça, et on a un port un peu triangulaire, mais lorsque la plante vieillit, alors elle va se dégarnir du bas, mais sa couronne s'arrondit et prend même d'ailleurs sur les longues branches un port naturellement retombant, Oui. Et là, wow, on commence à avoir quelque chose de très original, de très très particulier. Est-ce que tu trouves qu'il est vraiment rustique ? Celui qui est à Montlignon, en tout cas, il a survécu au gel de 84-85 où la température est descendue à -20. Hein. C'est à peu près le seul, il y a une vingtaine d'espèces d'araucaria qui puissent résister à l'extérieur chez nous. Sur la côte d'Azur, essayez éventuellement Araucaria bidwillii, il résiste à -5, c'est subtropical quasiment. Araucaria araucana, dans la nature, est une plante un peu menacée. On en trouve sur une large zone qui va des Andes chiliennes jusqu'à la Patagonie. Ça pousse jusqu'à 1500-1600 mètres d'altitude. Et une des rares forêts, vraies forêts d'Araucaria, ça se trouve sur les pentes du volcan Liema. Et si vous avez la possibilité de voir ça, c'est magnifique, d'autant que ce volcan est couronné de neige éternelle. Donc vous avez des plantes d'aspect très exotique et en même temps une sorte de montagne alpine, c'est un peu incroyable. Aussi étonnant, c'est de savoir que ces plantes, elles ont traversé les âges sans quasiment évoluer. Araucaria araucana, c'est 100 millions d'années. Et ce qui peut être aussi étonnant, c'est de se dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a des plantes Araucaria au Chili et qu'il y en a aussi en Nouvelle-Calédonie, en Australie? Ça fait un peu bizarre, ça. Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul continent qu'on appelait la Pangée, et les plantes devaient simplement être réparties sur l'ensemble, et puis ça s'est séparé, et aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques vestiges. Il y en a aussi en Nouvelle-Guinée. Alors là, on est vraiment dans le tropical. Comment cultiver l'Araucaria ? C'est une plante qui a besoin d'un sol très drainant. C'est une plante qui a besoin aussi d'une aération. Faut pas le mettre complètement confiné, parce que ça peut quand même choper pas mal de maladies cryptogamiques. On voit souvent des taches marron, et surtout le phytophthora. Donc attention, Pierre le dit tout le temps, ne le plantez pas trop profond. Ah oui. Ne remettez pas plein de terre par-dessus, laissez-le bien à la surface. Éventuellement, vous pouvez mettre un petit paillage, mais comme il sera aéré, ce paillage, eh bien, ça permettra à la plante de tenir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette araucaria ? C'est que l'écorce est particulière, gris-brun, ridée, assez coriace, résineuse. Et puis après, vous avez donc cette imbrication des feuilles qui est particulière. Arbre dioïque, comme beaucoup de conifères. Et puis, puisqu'on est juste,
à quelques jours de Noël, il y a quand même un araucaria qu'on peut cultiver à la maison. Oui, comme une plante verte, quoi. Comme une plante verte, mais qui ressemble quand même à un conifère et dont on peut faire un joli sapin de Noël. Il pique pas. Alors, il pique pas, oui, effectivement. Ses aiguilles sont souples, elles sont assez douces au toucher, elles sont en forme de goupillon. Il s'appelle Araucaria heterophylla, un arbre qui vient des îles Norfolk. On le trouve aussi maintenant planté un petit peu partout, notamment en Australie, on en a vu des spécimens absolument magnifiques, mais l'île de Norfolk, qui se situe au nord-est de Sydney, elle est tout à fait particulière, et lui, il est là, et on en voit des vieux spécimens aux îles Scilly, et en Irlande. Les îles Scilly, il y a un jardin, l'abbaye de Tresco. Faut aller voir ça un jour. Ils ont la chance d'avoir le Gulf Stream qui passe juste devant, et donc du coup vous avez une sorte de microclimat. Vous avez beau être dans le nord européen, c'est subtropical quasiment. Chez nous, il atteint que 2 mètres. Dans la nature, il fait tout bonnement 60 mètres. Mon cher Pierre, ça sonne de nouveau, et c'est Charmante qui nous écrit. Oui. Mes plantes d'intérieur sont envahies de bestioles collantes blanches qui volettent partout. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. SOS Patrick. Les bestioles collantes blanches, bon, si c'est pas des cochenilles, puisqu'elles volettent partout, les cochenilles ça volette pas, je pense que ce sont les mouches blanches, comme on dit, qui ne sont pas des mouches d'ailleurs, qui sont les alerodes, qui sont plutôt proches des pucerons. Insecte d'origine tropicale, qui s'est très très bien acclimaté et qui nous casse les pieds, mais en hiver, à la fois dans les maisons et dans les serres, ça peut être une catastrophe. Oui, on peut mettre des petites autocollants jaunes pour qu'elles viennent se coller dessus. Donc on va faire ça pour l'éliminer. C'est relativement simple. Ils sont attirés irrésistiblement par la couleur jaune. Vous suspendez ça. Il y a aussi des petits éléments qu'on peut piquer dans les pots, donc ils vont venir se coller là-dessus, et puis vous allez réduire les populations. Il existe des auxiliaires, mais on va pas mettre ça dans la maison, du moins en ce moment. Au cas où, utilisez un peu de savon noir liquide, mais bon. Moi, je dis simplement, vous mettez vos petites plaques et puis vous n'aurez pas de problème. Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre. Mon cher Pierre, je sais qu'en cette période de l'année, tu veux pas beaucoup travailler dans ton jardin, mais nous avons l'habitude quand même de faire une sorte de Pense-Bête jardinier pour nos auditeurs qui, eux, peut-être sont pas comme toi, ont envie coûte que coûte d'aller travailler. Qu'est-ce que tu ferais? Oh bon, on peut lui acheter un sapin de Noël déjà. Oui, ça serait pas mal. Et le décorer dans la maison ou dehors. On est peut-être un petit peu tôt. Moi, j'attendrai presque la semaine prochaine. Oh, mais... bon, ça dépend si les enfants sont pressés ou pas pressés. Mais tu viens de dire un truc qui, là, je pense qu'il faut revenir là-dessus. C'est effectivement, pourquoi pas créer des décorations d'extérieur. Bien sûr. Il y a tout un tas maintenant vraiment d'accessoires que l'on trouve dans les jardineries qui vous permettent de transformer votre univers, votre petit jardin ou votre balcon simplement en un espace un peu féerique. Et je pense que même si on n'a pas d'enfants, même si on est un petit peu âgé, participer à la fête de Noël grâce à des décors comme ça, mettre son jardin en fête, je crois que ça vaut quand même beaucoup. Oui, ça vaut le coup. Et puis, on peut aussi le décorer avec des éléments naturels, acheter des coloquintes. On a parlé dans notre émission des pommiers décoratifs, d'aller couper les petites pommes, de les accrocher. Enfin, on peut se faire un vrai décor naturel avec de la mousse, du lichen. Des branches de houx. Des branches de houx, tout à fait. Ou d'aller se promener dans la nature, de couper les arbres qui sont encore en fruits, du prunelier, de l'aubépine. Enfin, il y a plein de choses à faire. Je pense que c'est un moment de fête. Quand on accueille des invités chez soi, c'est bien de les faire entrer dans un joli décor. Mais regarde, on peut aussi avoir une chose toute simple comme ça. On va dire que fleurir son balcon, sa fenêtre, sa maison, acheter des poinsettias aussi pour l'intérieur, parce que c'est vraiment aussi la plante symbole de Noël. Bah, ça nous change la vie, ça nous fait du bien, ça nous fait nous évader. Alors, puisque nous sommes dans l'idée quand même de jardiner, je voudrais vous mettre en garde sur une chose que l'on fait pas suffisamment, parce qu'on estime qu'en hiver, c'est pas utile, c'est arroser les plantes du balcon. S'il pleut pas, ou même parfois s'il pleut, il faut vérifier que la terre
a bien été humidifié. Alors, faut pas que ça soit détrempé parce que on vous dit toujours que les plantes résistent mieux en sol sec quand il fait froid, mais dans les pots, elles ont quand même besoin d'avoir une alimentation en eau. C'est tout à fait vrai, et notamment ces 2 dernières années où on a eu des hivers relativement secs, chez nos clients, on a perdu des plantes qui sont mortes de soif en plein hiver, ce qui peut paraître un peu étrange. Et il y a autre chose dans le jardin, si vous avez planté des végétaux persistants au mois d'octobre, au mois de novembre, il faut continuer à les arroser, c'est-à-dire de faire au moins un arrosage par mois. Et pour les pots sur les balcons, alors si votre balcon est abrité parce qu'il y a un autre balcon dessus, donc l'eau ne tombe jamais, c'est 1 ou 2 arrosages par mois. Autrement, un arrosage par mois, ça devrait suffire. Ça devrait suffire, oui. Ça dépend aussi de la température ambiante. Une chose qui se faisait beaucoup, qu'on voit moins aujourd'hui, c'est blanchir le tronc des arbres avec du blanc d'Espagne, donc un produit à base de chaux qui protège normalement contre certains parasites qui viennent dormir, hiverner à l'intérieur des écorces. Tu conseilles ça ? On ne le fait pas, mais ça peut être très joli. Ça peut faire un élément de décor dans le jardin. Oui, alors on voit le paysagiste qui parle. C'est vrai qu'on peut s'amuser à faire des colonnes de buren dans son jardin avec du blanc d'Espagne. On parlait d'arrosage, il y a aussi du non-arrosage. Les plantes succulentes, les cactées, si elles sont dans des endroits relativement frais, on va dire entre 5 et 12, 15 degrés, on ne les arrose pas de l'hiver. Parce que la pourriture les fait plus facilement périr que la sécheresse. Il y a un travail aussi, toujours un peu dans le verger. Si vous avez des palmettes, ou même d'ailleurs au niveau des plantes d'ornement, dans les grimpantes, c'est de vérifier les armatures. Parce que c'est bien en hiver, surtout quand on a des plantes caduques, on voit beaucoup mieux où ça se situe. Voilà, on peut changer les tuteurs et surtout aussi vérifier quand on attache ces plantes avec du lien. Au bout de 2-3 années, la plante, la tige grossit et le lien peut l'étrangler. Donc, il faut aller vérifier tous les liens. Donc, c'est le moment. Et en même temps, ça nous permet de faire le tour du jardin, de se promener. Alors, attendez qu'il fasse beau et que les températures soient un peu clémentes pour faire ce genre d'activité. Oui, quand il gèle, vous restez à la maison tranquille. D'ailleurs, à la maison, on peut toujours se faire plaisir et leur faire plaisir en les éclairant. Les plantes de la maison, aujourd'hui, manquent intrinsèquement de lumière. Même si vous les collez le long d'une fenêtre, il faut savoir que les jours sont devenus très courts et que pour la plupart des plantes tropicales, c'est pas suffisant. Les plantes tropicales, elles sont habituées à avoir 12 heures d'éclairage par jour. Actuellement, on en est loin. Donc, mettez éventuellement un éclairage d'appoint, surtout si vous éloignez très légèrement vos plantes. Je rappelle cette formule magique que la lumière décroît en proportion du carré de la distance. Ça veut dire que si vous êtes à 3 mètres de la fenêtre, vous avez 9 fois moins de lumière qu'au bord de la fenêtre. C'est très important. Et pour terminer, en restant toujours à la maison, regardez bien l'état de vos plantes. Les cochenilles s'en donnent à cœur joie pendant toute la période hivernale. Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre. Mes chers amis, Pierre nous a apporté un magazine qui s'appelle Regain, le journal de la campagne que je ne connaissais pas du tout et que je vais lui demander de nous présenter. Voilà. Regain, journal de la campagne, c'est un magazine qui paraît à chaque saison, donc je trouve que pour le jardinier c'est plutôt bien, et c'est un magazine qui va nous parler de la province et de tout ce qui s'y passe, et de toute une population qui a décidé de s'installer, de vivre à la campagne avec des activités. Là, on a tout un sujet, par exemple, sur les fleurs. On a beaucoup d'activités d'artisanat, de cuisine. Voilà, c'est plutôt du reportage que du pratique. Ah, c'est du reportage. C'est pas du tout un magazine pratique. Par contre, c'est un magazine qui va nous faire découvrir, comme la France est belle, partout, et des gens qui sont des acteurs de ces territoires et qui ont décidé de s'ancrer dans le territoire et de faire des activités qui ont un rapport avec le territoire. Donc on est plutôt un peu dans la sociologie de la campagne et c'est assez bien illustré. C'est un joli magazine qui coûte 7,50 €. Quand on parle de jolies
chose, on a des jolis livres à vous présenter. Celui-là est un petit peu dans le même esprit que ce que vient de nous présenter Pierre. C'est un livre sur les réserves naturelles de France. Ce livre, c'est un reportage également, tout à fait original, de Patrick Terrasse, qui est un bon photographe, et le livre est en noir et blanc, ce qui se fait plus beaucoup aujourd'hui. Et il nous entraîne dans les réserves naturelles qui sont nombreuses dans notre pays. On va aux Bouches de Bonifacio, on va au banc d'Arguin, dans la forêt d'Orient, dans les gorges de l'Ardèche, dans les marais, les lacs, etc. Et on y rencontre, pareil que dans Regain, les gens qui y vivent. Ils vont témoigner, ils vont raconter ce qu'ils font, pourquoi aussi ces réserves sont aussi précieuses. Et on a un très très joli livre, original, avec les cartes qui vous donnent les indications des endroits. C'est vraiment le livre cadeau par excellence. C'est un livre qui a été édité par Plume de Carotte. Il vaut 30 €. Je rappelle que son auteur est Patrick Terrasse. Ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est élégant. Là, ça m'a pas plu, ça m'a enthousiasmé. Le livre extraordinaire d'un copain que je salue aujourd'hui. On vous avait présenté un petit livre qu'il avait fait sur le jardin et son chat, mais là, il vous fait un boulot invraisemblable sur les arbres. Ce livre qui s'appelle « Arbres, tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs », ben voilà, c'est décrit en quelques mots tout le travail monstrueux qu'il y a eu pour faire ce livre, qui est d'une beauté sublime, qui est d'une richesse incroyable, une diversité qui vous plonge complètement, alors à la fois dans la sylviculture, dans l'exploration, dans la botanique, mais aussi dans les éléments importants aujourd'hui, quels sont les enjeux, les usages, la recherche, il y a aussi de la littérature, enfin, il y a absolument tout. C'est un livre qui est aussi chez Plume de Carotte, mais également chez Terre Vivante. Ils se sont mis à deux pour l'éditer. Je pense que c'est un livre qui coûtait cher en production. Il coûte 39 €. Mais si vous avez un beau cadeau à faire, pour des gens qui aiment les livres, ça, je peux vous le conseiller tout particulièrement. Mélissa nous dit la chose suivante: je possède un cactus de Noël, c'est de saison, mais malheureusement il ne fleurit pas. Il se trouve pourtant devant une baie vitrée et je l'arrose une fois par semaine. Que faut-il faire? Cactus de Noël, ça te dit, toi? Schlumbergera. Oui, Schlumbergera. Pour ces cactacés, il leur faut peut-être une petite différence de température. S'ils restent toujours à la même température, ils fleurissent pareil ou Non, mais exactement. Le secret est là. Le Schlumbergera, qui est un cactus épiphyte. C'est rare. Épiphyte, vous vous rappelez, ça veut dire que la plante vit accrochée sur les arbres. Et elle vit au Brésil. Là, on n'est plus dans un cactus de désert, on est dans un cactus tropical. Mais dans des zones où quand même il y a des nuits assez fraîches. Et s'il a une température permanente, 20 degrés dans la maison, 19 comme on conseille aujourd'hui, feuille, feuille, feuille et feuille. Le secret, il est hyper simple. Mois de mai, dehors. Plutôt à mi-ombre. On est dans l'épiphyte, c'est-à-dire qu'il a l'habitude d'avoir un couvert au-dessus de lui et une lumière filtrante. Et vous le laissez le plus longtemps possible, presque si c'était possible, jusqu'à la formation de ces petits boutons floraux à l'extérieur. Et là, on l'arrose quand même un peu plus souvent qu'un cactus normal. On va dire qu'en moyenne, une fois par semaine en période de végétation, et il va rester en végétation tant qu'il n'aura pas fini de fleurir. Donc, pour l'instant, vous ne faites pas comme les autres cactus dont on vous conseillait d'arrêter l'arrosage. Lui, vous continuez à l'arroser sa petite fois par semaine. En ce moment, à 20 degrés, pleine lumière dans la maison. Pourquoi pleine lumière? Parce qu'on n'en a pas beaucoup en cette saison, donc il ne craint rien. Et puis, il n'y aura absolument pas de problème. Il peut y avoir une autre explication. Curieusement, Schlumbergera n'aime pas beaucoup les températures très, très élevées. Et quand on a eu des saisons caniculaires, comme on a pu avoir ces dernières années, il peut avoir un peu plus de difficultés à fleurir. Je dis il peut, parce que franchement, nous, on en a un, on le met systématiquement, comme je viens de vous dire, et tous les ans, il fait des fleurs et des fleurs. Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardin ou de jardinier. Mes chers amis, je voulais vous parler, pour cette histoire botanique, non pas d'un botaniste
purement et simplement, mais d'un homme biologiste, zoologiste, botaniste, écologiste extraordinaire, qui s'appelle Charles Robert Darwin, qui est une personne qui est pratiquement passée dans le langage courant, parce que on dit le darwinisme, en parlant de la découverte qu'il a faite, mais qui n'est pas une simple découverte, qui est le fruit d'une réflexion, d'une analyse, d'un travail qui a demandé quand même plusieurs dizaines d'années. Qu'est-ce que tu en penses de ce personnage avant qu'on raconte un petit peu sa vie? C'est un homme incroyable dans son contexte. Et cette théorie de l'évolution était tout à fait contradictoire à toutes nos religions monothéistes. Il serait né 2 siècles plus tôt, il serait passé au bûcher, mais immédiatement. On n'en aurait plus jamais entendu parler. Exactement. Il a mis le doigt sur qu'est-ce que l'évolution. Il a changé complètement la façon de voir la position de l'être humain dans le monde vivant. On ne serait plus maître de la Terre. Mais exactement. C'est-à-dire que jusqu'à Darwin, tout tournait autour de l'égocentrisme humain. Exactement. On était le centre du monde, de la Terre, les plus hauts dans l'évolution, etc. Il n'y avait pas mieux que l'homme. Et notre ami Darwin, grâce à un voyage qu'il va faire pendant 5 ans, autour du monde. Il avait 22 ans quand il est parti, donc il était encore très jeune. Il s'est embarqué contre l'avis de son père et il est parti sur ce navire qui s'appelait le Beagle. C'est le même nom qu'une race de chien. Et le canal de Beagle. Oh, mais qui a donné peut-être après. Il a étudié, parce qu'il a passé pratiquement les 2 tiers de son temps à terre. Le bateau avait plein d'avaries, il avait plein de problèmes, et lui, donc, il allait voir la nature, il explorait, il regardait, et il avait un sens du regard qui était assez fabuleux, parce qu'il s'attachait à voir les détails. Et quelle a été cette théorie qui a bouleversé, mais révolutionné son époque? Eh bien, tout simplement que toutes les espèces vivantes ont évolué au cours du temps à partir d'un ancêtre ou de quelques ancêtres communs, et il a appelé ça la sélection naturelle. Donc ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que lorsqu'un être quelconque, petit, grand, minuscule, énorme, tout ce que vous voulez, acquiert, alors soit par une mutation, soit par une adaptation, un avantage sur ses semblables, et que cet avantage est transmissible à sa descendance, eh bien, il a de nouveau, enfin, du moins sa descendance, des avantages sur les autres, qui, au fur et à mesure, vont être effacés, gommés, au profit de celui qui a l'avantage. Or, ça peut être énormément de choses. Ça peut être une couleur qui le dissimule, ça peut être une plus grande force, ça peut être au contraire d'être moins costaud pour pouvoir disparaître, ça peut être du mimétisme, ressembler à quelque chose de poison. Enfin, il y a des milliers d'exemples aujourd'hui dans la nature. Mais à l'époque, on pensait pas du tout ça. À l'époque, c'était Dieu qui avait fait les choses et ça bougeait pas. On était dans une espèce d'immobilisme. Et dire que l'homme, parce qu'il a osé dire ça, c'était incroyable. L'homme est un primate. L'homme est un singe évolué, tout simplement. On avait un ancêtre commun. Effectivement, tu as dit, il aurait pu se faire complètement zigouiller à l'époque, excommunier. Aujourd'hui, on reste dans cette théorie-là, même si elle a évolué, même si on l'a complexifiée par les connaissances nouvelles qui ont été acquises. Mais ce fondement de la biologie moderne est resté le même aujourd'hui. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que quand vous regardez en une seule ligne, eh bien, vous pouvez dire que le travail de Darwin a unifié la diversité du vivant. Aujourd'hui, les physiciens, par exemple, recherchent encore à unifier les règles de la physique. Donc, on est avec un personnage
tout à fait remarquable. On va peut-être dire 2 mots sur ce qui l'a amené à comprendre ça. C'est surtout son escapade aux Galapagos, où il s'était rendu compte que les pinsons qu'il observait avaient beau se ressembler beaucoup, quand on regardait bien, ils étaient différents, et notamment au niveau des becs. Et quand on regardait comment ils vivaient, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'étaient adaptés à des spécificités. Il y en avait qui étaient granivores, ils avaient besoin d'un gros bec pour casser les noyaux. Il y en avait qui étaient insectivores, ils avaient des becs plus longs, plus pointus, pour aller chercher les larves d'insectes. Alors il n'a pas trouvé ça tout de suite, parce qu'il savait même pas pourquoi. Il a eu un travail avec d'autres scientifiques de l'époque, et notamment John Gould, qui était un grand ornithologue, et lorsque Darwin est revenu des Galapagos, il lui a dit « Mais attends, là il y a 13 espèces différentes ». Et Darwin dit « Oui, mais on dirait qu'elles ont toutes la même base ». Et c'est là qu'il s'est dit « Ils évoluent en fonction de leurs besoins, ils évoluent en fonction de leur mode de vie ». Or, il n'y a pas que Darwin qui a eu cette idée-là. Il faut quand même rendre aussi à certains autres personnages, et notamment à Alfred Russel Wallace, le fait d'avoir créé, inventé, découvert une théorie assez semblable. Et ils ont d'ailleurs fait une présentation commune, mais c'est quand même le livre « L'origine des espèces » de 1859 qui reste fondamental et qui reste attribué à Darwin au niveau de cette évolution. Et pour terminer sur cette évocation, je voulais quand même que l'on dise 2 mots sur Darwin et les plantes carnivores, parce que ça aussi, ça montre le génie de ce personnage. En 1860, il était au sud de Londres et il y avait des tourbières, et il regarde, petite plante de rien du tout, un petit peu brillante comme ça au bord des marais, puis il se rapproche. Puis qu'est-ce qu'il voit ? Il y a plein d'insectes qui sont collés dessus. Il dit, tiens, c'est quand même un petit peu bizarre. Alors il ramasse des échantillons, et puis, c'était un bosseur. Il lui faudra 15 ans. 15 ans de travail pour qu'il publie le premier livre, qui est d'ailleurs toujours une référence en la matière, sur les plantes carnivores, qu'il a d'ailleurs appelé, avec un nom beaucoup plus juste, Insectivorous plants, les plantes insectivores. C'est pas des vraies plantes carnivores, c'est des plantes qui mangent des insectes. Je voulais terminer en citant aussi ce qu'il a trouvé au niveau de la dionée. Il a dit, c'est l'une des plantes les plus merveilleuses du monde. Et il avait réussi, avec toutes ses expériences, à bloquer le piège. Il le paralysait en faisant quelques incisions à certains endroits. Il l'avait même anesthésié avec de l'éther. Enfin, il faisait plein d'expériences, mais en même temps, il avait cette faculté de synthèse tout à fait incroyable. Et je pense qu'il fallait quand même qu'on en parle dans cette émission. De temps en temps, ça vaut le coup quand même de se rappeler que grâce à des génies comme ça, aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux les choses. Et il y a certainement des génies aussi à notre époque qui nous permettront, ou du moins à nos enfants, d'en savoir encore un petit peu plus. On terminera là-dessus. Pierre, merci beaucoup. Merci Patrick. C'était sympa de t'avoir à nos côtés. Tu as beaucoup donné d'informations très intéressantes. Nous avons toute notre équipe technique qui se trouve derrière la vitre, là, dans la régie. Il y a Nicole qui nous fait des grands signes. On a aussi la petite Perle qui dort, mais qui est tranquille et qui est notre mascotte. On vous aime tous. On aime le jardin, on aime la nature et on partage ensemble de bons moments. Et on les partagera de nouveau la semaine prochaine. Alors, à très bientôt et bienvenue au jardin.